Hop, bonjour à tous. Donc, on arrive à se connecter. Émilie Gillier du réseau de recherche et d'innovation paramédicale. Je suis en compagnie d'Amélie Bouillé-Brault, la coordinatrice. Et donc, on ouvre ce nouveau jeudi de la recherche paramédicale avec Nathalie Demort et puis Joanne Lepeuf pour une session. Du coup, elles vont vous présenter leur projet de recherche. Je les laisserai prendre la parole. Donc, on innove un petit peu avec Zoom. Vous nous excuserez les petits aléas techniques puisqu'on on découvre en fait l'outil. Donc, c'est peut-être un peu moins fluide que d'habitude, mais on va prendre la main voilà. Je prends juste quelques minutes pour vous demander en fait de laisser Nathalie et Joanne présenter leur projet de recherche sur les 20 premières minutes. Et après, on prendra 10 minutes pour échanger, prendre la parole et poser des questions. Mais les laisser faire la première partie, une première présentation sans questions et on prendra la parole après. Je vous rappelle que la séance est enregistrée et que du coup, votre prise de parole va autorisation d'enregistrement. Et que le replay de ce Ma vie de chercheur, de ce jeu de la recherche paramédicale, sera accessible sur YouTube prochainement. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole, Joanne et Nathalie, pour présenter votre projet de recherche. Merci à vous. Merci Émilie, merci beaucoup de nous avoir invités à cette session Ma vie de chercheur dans le cadre des Jeudis de la recherche paramédicale. Donc moi, c'est Nathalie Demort, je suis IAD au CHU de Rennes et au bloc opératoire de chirurgie thoracique, cardiaque et vasculaire. Bonjour, moi c'est Jeanne Lequinf, je suis aussi IAD au bloc CTCV de Rennes et donc avec Nathalie, on vient vous parler de notre parcours de recherche, d'une étude observationnelle à un projet protocole financé. Donc au départ, on a un problème de diaporama déjà. Voilà. Alors, au départ, comme on est sollicité pour intervenir dans un congrès des infirmiers anesthésistes du Grand Ouest, on est contacté par l'organisation pour savoir si on est intéressé pour présenter un sujet, donc en 2015. Et Nathalie et moi, on a l'habitude d'aller dans des congrès et d'emblée aussi, ça pourrait être sympa pour nous aussi de présenter quelque chose. Et à ce moment-là, on revient déjà d'un congrès où on a entendu parler de la ventilation protectrice en péropératoire. La ventilation protectrice, c'est un bas volume courant associé à une pression expiratoire positive, associé à des manœuvres de recrutement alvéolaire réalisées régulièrement pendant l'intervention. Donc, juste pour vous situer, le volume courant, c'est le volume d'air inspiré ou expiré à chaque mouvement respiratoire. La PEP, ou pression expiratoire positive, c'est la pression résiduelle qui est maintenue au sein des alvéoles en fin d'expiration. Et la manœuvre de recrutement alvéolaire, c'est la réaération de territoires pulmonaires préalablement non aérés. Donc, on revient, on nous sollicite et on se dit, ça pourrait être sympa de parler de la ventilation protectrice et surtout de la manœuvre de recrutement alvéolaire, puisque dans la ventilation protectrice, le bas volume courant est souvent bien réglé. La PEP aussi, mais les manœuvres de recrutement alvéolaire sont rarement effectuées. En parlant avec tous nos collègues infirmiers anesthésistes du bloc CTCV, ce qui revient le plus souvent, c'est qu'en fait, cette manœuvre fait peur à cause des répercussions hémodynamiques et donc de la chute de pression artérielle quand on fait cette manœuvre de recrutement alvéolaire. Nous, au bloc de chirurgie cardiaque, nos patients ont tous un cathéter artériel qui permet d'avoir la pression artérielle en continu et un cathéter central qui permet d'avoir une idée du remplissage vasculaire du patient. Et on se dit qu'on pourrait tenter de faire des manœuvres de recrutement alvéolaire et d'évaluer en direct les répercussions sur la pression artérielle. On demande l'aide d'un médecin anesthésiste qui participe au projet, Patrick Guinet, et on fait une réunion pour voir comment on peut organiser cette recherche. Et ce sera une étude observationnelle qui va se dérouler de novembre 2014 à début janvier 2015. Et grâce à l'implication de tous nos collègues infirmiers anesthésistes du bloc, on réussit à inclure 102 patients. Donc, l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer l'impact hémodynamique de la manœuvre de recrutement alvéolaire.
chez les patients opérés d'une chirurgie cardiaque. Et donc, on réalise une manœuvre de recrutement alvéolaire 10 minutes après que le patient ait été intubé. Voilà, donc là, c'est juste pour vous présenter le support qu'on a proposé à nos collègues. Et ils devaient remplir ce support avant, pendant, à la fin de la manœuvre et 1 minute après la fin de la manœuvre de recrutement alvéolaire. On a eu la chance de bénéficier de l'aide de la statisticienne du bloc et qui nous a donc sorti des résultats qui, à l'époque, ne nous parlaient pas trop parce que nous, on ne faisait pas de recherche et on ne savait pas ce que ça voulait dire NS petit p. Donc voilà, les médecins nous ont expliqué. Et donc, les résultats, c'est que sur la fréquence cardiaque, il n'y a pas d'incidence. La PVC augmente pendant la manœuvre, ce qui est physiologique. Et effectivement, il y a une variation de la pression artérielle. La pression artérielle a tendance à diminuer pendant la manœuvre de recrutement alvéolaire, mais elle revient à une valeur normale 1 minute après la fin de la manœuvre. Donc, on peut dire qu'il y a une incidence hémodynamique de la manœuvre de recrutement alvéolaire, mais que celle-ci est immédiatement réversible à la fin de la manœuvre de recrutement alvéolaire. Donc, on communique comme c'était prévu, parce que à la base, c'était notre objectif. On communique au GRIA en 2015, et puis on a envie d'aller un peu plus loin. Donc, on va à la SFAR en 2016. Et on publie notre étude dans une revue spécialisée pour les IAD qui s'appelle Oximag. Voilà, avec tout ça, on est assez contente de ce qu'on a fait, mais après, qu'est-ce qu'on peut faire un peu plus? Donc, c'est à ce moment-là qui arrive le terme, l'acronyme PHRIP, acronyme qu'on ne connaissait pas du tout. À ce moment-là, un de nos collègues médecins anesthésistes, voyant le parcours de cette étude observationnelle, les résultats apportés, nous propose de monter un projet hospitalier de recherche infirmière et paramédicale. Et donc, c'est comme ça que naît VACARM. VACARM, c'est pour ventilation péropératoire en chirurgie cardiaque avec pression expiratoire positive élevée, donc la PEP, dont Jeanne vous a parlé tout à l'heure, associée à des manœuvres de recrutement alvéolaire itératives, et on évalue l'impact sur le devenir post-opératoire. Je vous rappelle le contexte scientifique que Jeanne vous a déjà donné tout à l'heure, qui a été un peu à l'émergence de notre entrée dans la recherche, c'est-à-dire la stratégie ventilatoire péropératoire protectrice, c'est bien l'association de ces 3 paramètres, bas volume courant, pression expiratoire positive et manœuvre de recrutement alvéolaire. Le sujet est d'importance majeure dans le contexte de la chirurgie cardiaque car les complications respiratoires sont fréquentes et donc en réduisant l'inflammation pulmonaire, la ventilation protectrice pourrait réduire l'intensité du syndrome de réponse inflammatoire systémique, le SIRS, et la défaillance d'organes post-opératoires. En 2019, donc après que nous ayons monté le projet de PHRIP auprès de la DGOS, en 2019, une étude marseillaise avec l'équipe de David Lagier a réalisé un essai contrôlé randomisé comparant 2 types de ventilation, une ventilation périopératoire en chirurgie cardiaque conventionnelle et une ventilation qu'on appelle open lung, donc avec des manœuvres de recrutement alvéolaire. Cette étude n'a pas montré de différence significative entre les 2 groupes. Néanmoins, la différence avec notre travail de recherche, c'est que l'équipe de David Lagier s'est concentrée sur une population de patients lambda. Alors que dans VACARM, vous le verrez tout à l'heure, on se concentre vraiment sur une population de patients qui a un risque pulmonaire élevé. Pour monter un projet de PHRIP, c'est vraiment toute une équipe et dans notre parcours, c'est ce qu'on a découvert. C'est vrai que déjà, toutes les 2 sur ce projet, c'est aidant de travailler à 2 sur un PHRIP. On a un médecin anesthésiste référent qui est vraiment impliqué sur le terrain et dans la recherche, Nicolas Nessler. On a aussi Claire Fougeroux, médecin méthodologiste du Centre d'investigation clinique, qui vraiment s'appuie sur toute la méthodologie, qui cadre toute la méthodologie de notre travail depuis le début de ce PHRIP. Nous avons eu Céline Park pour monter
le projet, donc notre chef de projet qui réglait tous les aspects réglementaires, et puis évidemment toutes les équipes de terrain, les médecins anesthésistes, les IA des différents centres impliqués, avec qui on a pris contact en amont pour évaluer la faisabilité du projet dans les autres centres co-investigateurs, et puis les infirmiers, les kinés des équipes de réanimation pour connaître leurs pratiques. Et évidemment l'équipe chirurgicale avec les chirurgiens, les techniciens de CEC pour envisager également la faisabilité du projet. Et puis merci aussi à nos cadres de santé qui, sans eux, la flexibilité nécessaire dans le planning est quand même importante. Donc grâce à leur soutien, on a pu aussi avancer. Donc, juste pour reprendre la chronologie et, et dire que on ne s'attendait pas à ce que ce soit si long. En mars 2017, on dépose une première lettre d'intention auprès de la DGOS et en juin, la lettre d'intention est retenue. En décembre 2017, le projet est intéressant, mais le financement n'est pas retenu. Donc, première déception. Néanmoins, en lisant toutes les remarques des reviewers, toutes les remarques sont constructives et nous encouragent à faire un deuxième dépôt en mars 2018. Et pour écrire cette nouvelle lettre d'intention, on prend vraiment en compte toutes les remarques de chaque reviewer et on répond à chaque remarque une par une. On modifie certains projets, certaines choses dans la méthodologie notamment. On apporte quelques éléments nouveaux et donc la lettre d'intention est de nouveau retenue en juin 2018. Et en septembre, donc après un été tranquille, on dépose le protocole complet. Et en décembre 2018, le PHRIP est finalement financé à hauteur de 460 000 €. Donc, VACARM, c'est donc une étude multicentrique sur 6 centres qui va concerner 440 patients opérés d'une chirurgie coronarienne et ou valvulaire. Et c'est une population de patients, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a un score de risque pulmonaire élevé. Donc, on appelle le PRS. C'est un PRS supérieur ou égal à 2. Le PRS, on va vous le détailler très rapidement. C'est issu d'une étude de l'équipe de Hulsbo qui est parue dans le JAMA en 2006. Cette étude nous permet de catégoriser le score de risque pulmonaire des patients en fonction de leurs facteurs de comorbidité. Donc, par exemple, un patient qui a 72 ans et qui a un IMC supérieur à 27, c'est un patient qui a déjà 2 points dans son PRS et donc c'est un patient qui va pouvoir être incluable dans le protocole VACARM. L'objectif principal, donc, c'est d'évaluer l'impact d'une stratégie ventilatoire protectrice en péropératoire en associant une majoration de la PEP et des manœuvres de recrutement alvéolaire itératives. Donc, un impact sur la survenue des complications respiratoires majeures en post-opératoire d'une chirurgie cardiaque. Le critère de jugement principal est composite. Il va associer la ventilation mécanique invasive, donc en post-opératoire de plus de 24 heures, ou alors la survenue d'une pneumonie dans les 7 jours, ou la réintubation dans les 7 jours, ou alors un décès censuré à J28. Cette étude contrôlée, randomisée, multicentrique, elle va apporter des caractères, des contraintes communes aux 2 groupes, au niveau ventilatoire notamment, donc notamment un VT, donc le volume courant de 6 à 8 ml/kg de poids idéal théorique. Pour cela, les équipes au bloc opératoire, les équipes d'anesthésie au bloc opératoire ont des ABAC pour adapter les volumes courants, même si ce sont au final dans les pratiques aujourd'hui des choses qui sont complètement intégrées dans la pratique quotidienne. Une fréquence respi à 12 par minute. Un BIS, donc c'est l'indice bispectral, c'est un indice qui en anesthésie nous permet d'évaluer la narcose, donc le sommeil induit du patient. Donc le BIS doit être entre 40 et 60 pour que le patient ne soit pas trop endormi ou pas insuffisamment. Et pendant la CEC, donc pendant la circulation extracorporelle au cours de cette chirurgie, un volume courant est maintenu à 2,5 ml/kg de poids idéal théorique.
Et donc, ensuite, chaque groupe de randomisation, dans le groupe contrôle, on va avoir un petit peu la pratique courante, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de manœuvre de recrutement alvéolaire et on maintiendra une PEP à 5 cm d'eau. Dans le groupe expérimental, on fera des manœuvres de recrutement alvéolaire toutes les 30 minutes, à 30 minutes de l'intubation et puis jusqu'à 30 minutes de son arrivée en réanimation et on mettra une PEP à 8 cm d'eau. On a vraiment des paramètres de sécurité avant toute manœuvre de recrutement alvéolaire. Donc, il faut que la pression artérielle systolique soit supérieure à 90 ou une pression artérielle moyenne supérieure à 65 mm de mercure. On peut mettre le patient en Trendelenburg de façon transitoire et on s'assure que le patient soit suffisamment endormi et pas trop profondément endormi. Et on maintient une valve APL à 30 cm d'eau. C'est un terme un peu spécifique pour ceux qui ne font pas d'anesthésie. Globalement, c'est pour éviter tout barotraumatisme pulmonaire. Adossé à ce travail, on fait également uniquement pour les 140 patients rennais une étude ancillaire pour doser les biomarqueurs. Et cette étude va nous permettre de mieux caractériser l'impact de la ventilation avec des manœuvres de recrutement alvéolaire sur la membrane capillaire et sur l'inflammation. Donc, ça reste une étude à part. Les patients rennais ont un prélèvement de sang le jour d'intervention et puis le lendemain de leur intervention à J1. Via le cathéter artériel qui leur est mis en place au moment de l'induction anesthésique. Et puis, ces tubes sont envoyés dans un laboratoire pour être congelés dans un premier temps. Et à la fin de l'essai, tous les tubes seront analysés pour recharger tous les marqueurs de l'inflammation. Vous a expliqué un petit peu le protocole et les contraintes de la mise en place de ce protocole. Donc voilà, mais ça c'est la théorie et on passe à la pratique. Et là, effectivement, on a, parce qu'on a obtenu un financement pour un PHRIP, on a la chance d'être accompagné par une équipe de recherche du Centre d'investigation clinique. Et ça va nous permettre de travailler en collaboration équipe recherche, équipe soignante. Donc, l'équipe de recherche qu'on a eu donc la chance de rencontrer au début de notre parcours Vacarme, il y a une chef de projet qui s'appelle Isabelle Leroyer qui coordonne toute cette recherche. Elle est accompagnée des ARC. Donc, les ARC, ce sont les assistants de recherche clinique. Nos ARC, nous, c'est Romain Muraz et puis Marie-Josée Mgo Umtege. Donc, eux, ils sont en charge de la mise en place dans les centres et du monitoring. Le monitoring, c'est s'assurer que les données collectées sont conformes au protocole. Il y a aussi Baptiste Béline qui a pris la succession de Amélie Martin et lui, c'est notre technicien en recherche clinique, ou tech. Et il est chargé de la coordination logistique en fait entre toutes les équipes soignantes et équipes, enfin surtout entre les équipes soignantes d'ailleurs, excusez-moi, et il relève les données dans un cahier d'observation pour pouvoir après analyser toutes ces données. Dans l'équipe plutôt soignante, du coup, il y a Nathalie et moi, donc les IA d'investigatrices, on fait le screening, c'est-à-dire qu'on repère les patients qu'on va pouvoir intégrer dans notre recherche. Ensuite, la veille de l'intervention, nous allons les rencontrer, donc ou Nathalie, ou moi, ou le médecin anesthésiste qui va prendre en charge le patient en bloc. On lui propose le projet. Si c'est OK, on l'inclut et on le randomise. Voilà. Et ensuite, on refile le bébé à nos collègues IAD au bloc opératoire. Donc, vraiment important, tout ce soutien de nos collègues du bloc de chirurgie cardiaque à Rennes. Et eux, ils appliquent le protocole et puis ils notent toutes les données qu'on leur demande de noter. Le patient va en réanimation, donc le relais est pris par l'infirmière ou l'infirmier de réanimation, par le médecin anesthésiste de réanimation. Et à J3 et J5, il y a besoin d'une spirométrie que le kiné effectue. Donc là, la kiné référente pour nous, c'est Stéphanie Chambre, et elle s'occupe donc de collecter les données ou de demander à ses collègues de faire les spirométries quand c'est nécessaire. Les mises en place, donc, comme on vous a expliqué, c'est un protocole, une recherche multicentrique. Donc, à Rennes, on a fait la mise en place. La mise en place, c'est la réunion où tous les acteurs sont là.
donc kiné, cadre, l'équipe de recherche clinique, les IAD concernés, enfin les IAD qui vont prendre en charge spécifiquement ce protocole-là, et le médecin anesthésiste réanimateur. Et donc, on explique un petit peu le protocole. Cette mise en place, elle a été faite à Rennes en juillet 2021, à Nantes en octobre 2021, à Tours en novembre 2021 et à Brest en 2022. Donc là, très prochainement, on va aller à Poitiers le 20 septembre et à Toulouse et Nancy qui ont souhaité nous rejoindre. Donc, je ne sais pas si je l'ai dit, mais toutes ces mises en place, effectivement, on va, Nathalie, moi et nos assistants de recherche clinique. Pour cette recherche, il y a un comité de validation indépendant qui est composé de 3 médecins, un anesthésiste réanimateur, un infectiologue et un radiologue, dont la mission est de valider le diagnostic de pneumonie et d'atelectasie, donc notre critère de jugement principal. Et cette validation est faite en aveugle du groupe de randomisation. Et on a également constitué un comité scientifique à initiation de l'étude composé d'un IAD, d'un méthodologiste, d'un vigilant et de 2 médecins anesthésistes réanimateurs qui ont pour mission de régler les problèmes d'ordre scientifique, méthodologique et éthique pendant l'essai et puis de surveiller le bon déroulement de l'étude. Également, 2 analyses intermédiaires sont prévues afin d'arrêter prématurément l'étude en cas d'efficacité ou de futilité. À ce jour, 123 patients ont été inclus, soit 28% de la population ciblée. Et une première analyse intermédiaire est donc prévue à 1/3 des inclusions, soit 146 patients, donc d'ici quelques semaines. Notre expérience, eh bien, on peut parler des joies de la recherche, de tout ce parcours avec les formations qu'on a fait un petit peu au pied levé, dans le sens où depuis 2014-2015, les choses ont énormément évolué dans la recherche paramédicale avec une structuration du catalogue de formation en recherche clinique. Ça n'existait pas il y a au tout début en fait, de notre travail. Et c'est vrai que tout ce qui est formation en bonne pratique recherche clinique, lecture critique d'articles scientifiques, c'est des choses qu'on a pu faire, mais peut-être un petit peu avec un temps de retard. Et en même temps, ça nous a permis aussi d'être baignés et de rentrer dans le monde de la recherche clinique sans vraiment le savoir et sans être effrayés par quelquefois voilà, la réglementation qui est nécessaire, évidemment, mais qui peut être quelquefois lourde à comprendre tant qu'on n'a pas vraiment mis les pieds dedans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Tous les acronymes qui tournent autour de la recherche, alors, voilà, il y a eu des réunions, on a été obligé d'interrompre régulièrement la réunion en disant RIPH, j'ai pas compris, de quoi tu me parles? Donc voilà, et c'est des belles rencontres aussi grâce aux sessions de recherche qu'on peut faire, notamment dans le cadre des sessions Atlan-Réa, c'est le groupement de recherche des réanimations du Grand Ouest, ou le congrès, la session Arcotova au congrès de la SFCTCV dernièrement, là sur Saint-Malo. Et puis fin septembre, là, nous irons présenter aussi notre travail à l'occasion du congrès de l'ASFAR. Et tout ça, ça nous permet de partager nos expériences et d'enrichir notre pratique quotidienne et faire en sorte d'améliorer la prise en soin du patient. Tout à fait. Je rajouterais qu'effectivement, quand on va faire les mises en place dans les autres centres, ça nous permet aussi de voir comment travaillent nos collègues, en fait, dans les autres centres hospitaliers, les différentes pratiques qui existent dans les différents blocs de chirurgie cardiaque. Et puis, ce partage de travail avec toute l'équipe de recherche, en fait, c'est très porteur, très encourageant. Et ça donne du sens à tout ce qu'on fait, en fait, dans notre parcours de recherche. Voilà, et effectivement, de travailler toutes les deux, c'est
c'est chouette aussi de pouvoir porter ce projet et de voir que ça évolue, même si c'est un petit peu long, ça avance quand même. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Et si vous avez besoin de nous contacter, ben voilà, vous avez nos liens. Merci. Merci à toutes les deux, merci pour cette belle présentation. Et waouh, il y a un petit commentaire là, de Miguel Gauthier. Donc, vous pouvez prendre la parole aujourd'hui. On va vous laisser la parole chacun son tour. Mais il y a déjà un petit commentaire en fait, qu'on voit et je vois qu'il dit waouh, quel chemin parcouru depuis 2014, beau travail. Effectivement, c'était un petit peu sur quoi je voulais rebondir en fait. On va laisser les questions après, mais effectivement, c'est magique parce qu'en fait, le projet final est assez, est de grande envergure. Vous avez fait les choses en grand. Il est avec des études ancillaires, multicentriques. On voit que vous maîtrisez votre sujet et qui est assez complexe. Donc waouh, mais aussi pour rassurer tout le monde et puis mesurer en fait le travail fourni. Je voulais insister sur le fait que finalement vous avez commencé la recherche en novembre 2014. Ça fait 8 ans que vous travaillez sur le sujet. Et que pour rassurer tout le monde, ça ne se fait pas comme ça. Vous avez aussi, vous nous montriez au début, vous avez essuyé des échecs au PHALP et vous en êtes en fait servi pour aller plus loin et puis aller plus haut. Et puis, vous avez su rebondir à chaque fois. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu ça la recherche. Donc, merci en fait de cette présentation parce que je trouve que ça nous avait fait un beau panorama sur où est la recherche. On commence petit à petit, on essuie des échecs, on s'en nourrit. Et puis, finalement, vous grandissez et là, vous arrivez même à avoir des relations finalement en fait d'experts avec des échanges lors des congrès avec d'autres experts et puis pour aboutir sur votre projet, j'espère avec des super résultats. Vous nous en direz en fait quand vous aurez tous les résultats. Mais bravo déjà pour votre présentation. Merci. Il y a une question de Ludovic. Alors, il y a une question de Ludovic Meuret. Je vous il la met par écrit, mais je rappelle, n'hésitez pas à prendre la parole après. Quand prévoyez-vous la fin des inclusions? Alors, normalement, la fin des inclusions, elle doit arriver 2 ans. Le dernier patient doit être inclus 2 ans après l'inclusion du premier patient. Donc, le premier patient, il a été inclus le 8 juillet 2021. Donc, normalement, il faudrait que le dernier patient, le 440e patient, soit inclus le 8 juillet 2023. Mais effectivement, comme certains centres incluent moins ou certains centres ne sont toujours pas ouverts, on est en train de prendre certainement un petit peu de retard. Donc, à Rennes, nous, on a cette chance aussi d'être sur place, donc ça va avancer un petit peu plus vite. Dans les autres centres, c'est un petit peu plus long. Là, c'est là où aussi on est un peu débutante en recherche, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va nous dire on vous rajoute un peu de délai. Donc, on attend. Mais la dernière inclusion, probablement pas avant fin 2023. On imagine. Hein. Voilà, après, c'est vrai que notre courbe de progression d'inclusion, on est en dessous de la courbe prévisionnelle. Néanmoins, tous les centres ne sont pas ouverts, donc on compte sur l'ouverture de nouveaux centres avec une belle énergie. En tout cas, on a eu des bons contacts pour l'instant, donc avec une belle énergie pour vraiment s'y mettre. Et puis, c'est vrai que on découvre ça aussi forcément un peu sur le tas, mais il faut se montrer, il faut communiquer, il faut relancer, et il faut juste doser et sans non plus trop harceler. Voilà, il faut trouver le juste équilibre. Et voilà, c'est peut-être ça qui est quelquefois pas facile. Donc, nous, on a fait le choix de temps en temps, faire des newsletters pour envoyer au centre co-investigateur ça nous permet de faire un point étape de la situation. Voilà, ça nous fait parler de nous. Si quand ils reçoivent ça, oui, c'est vrai, vacarme, faut peut-être qu'on inclue. Voilà, quand on leur envoie la listogramme de la progression des inclusions dans chaque centre, il y a une petite compétition entre chaque structure. Donc, ça relance un petit peu les équipes. Donc, il y a ça sur lesquels on peut encore s'améliorer dans la communication. Et puis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Faut se montrer un peu. Alors, on n'aime pas forcément ça, mais faut être dynamique dans les congrès, faut aller parler, faut prendre le micro, faut faire des soumissions d'intervention sur les différents congrès qui existent de façon pluriannuelle. Donc, il y a ça aussi qui fait que
les choses probablement avancent parce que dans chaque centre, les équipes sont vraiment chouettes, motivées, avec une belle énergie et une belle dynamique. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas correctement. Après, on a le droit. On a le droit et on en discutait encore hier avec un de nos collègues chirurgiens qui nous demandait où est-ce qu'on en était dans Vacarme. Et il disait, mais c'est normal en fait de demander une rallonge de 6 mois pour les inclusions. Et quand vous avez les co-investigateurs, vous avez une équipe de communication qui vient présenter le projet. Enfin, c'est vous qui vous déplacez. Comment ça se passe? On se déplace, en fait. On va sur les centres qui collaborent avec nous. On se déplace dans les centres hospitaliers pour rencontrer les équipes directement. C'est quand même... On n'est pas obligé. Hein. Les ARC peuvent aller tout seuls, les assistants de recherche clinique peuvent aller tout seuls faire les mises en place, comme ils disent, mais nous, on a fait le choix d'y aller parce que c'est important aussi de rencontrer nos collègues et de savoir quelles pourraient être leurs difficultés, quelles sont leurs ressources. Effectivement, par exemple, avec Brest, on a créé un groupe WhatsApp, comme ça, on peut échanger en direct sur les difficultés. Comme on est deux, c'est une chance de dire si une ne peut pas répondre, l'autre peut répondre. Le TEC fait partie aussi de le TEC de Rennes fait partie de ce groupe-là, donc comme ça, on peut échanger, mais c'est vrai que c'est important pour nous, je pense, d'aller vraiment rencontrer les équipes et de communiquer avec tout le monde. Et on n'a peut-être pas assez insisté, mais au bloc opératoire aussi, pour faire la manœuvre de recrutement alvéolaire, on demande toujours au chirurgien si c'est le bon moment, s'il est d'accord. On est vraiment toujours dans une collaboration. On est dans une collaboration parce que c'est indispensable. On a besoin de tout le monde, en fait. Toutes les deux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Il faut vraiment... le soutien. Et je crois que le premier soutien qu'on a eu, c'est vraiment nos collègues IAD au bloc. Dès 2014, ils ont foncé avec nous et ça a été exceptionnel en fait. Voilà. Et par rapport à la manœuvre de recrutement, ça, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Et pour le coup, c'est quoi exactement en fait? Techniquement, comment ça se passe? Comment ça se fait? Alors, on utilise, donc, avec un respirateur d'anesthésie, c'est différent d'avec un respirateur de réanimation. Donc, c'est pour ça qu'elles sont décrites différemment. Je suis passée vite sur la diapositive qui décrivait la manœuvre. Donc, on va utiliser donc, le respirateur et puis ce respirateur est relié à ce qu'on appelle un ballon qui va nous permettre d'insuffler de l'air dans les poumons pendant 30 secondes, donc de façon dynamique. Et on voulait mettre une vidéo parce qu'on a une vidéo de cette manœuvre de recrutement alvéolaire in situ où on voit vraiment la paroi des alvéoles pulmonaires s'ouvrir au moment de la manœuvre de recrutement. En fait, vous imaginez un ballon de baudruche. Quand vous gonflez une première fois un ballon de baudruche et que vous le redégonflez, il a la peau toute flétrie. Et quand vous faites une manœuvre de recrutement, l'idée, c'est de tendre la peau du ballon de baudruche. Donc, la manœuvre de recrutement alvéolaire, c'est ça. C'est-à-dire que quand un patient est sous anesthésie générale, on l'assiste au niveau ventilatoire parce qu'il est en apnée du fait de l'anesthésie. Donc, on le relie avec une sonde d'intubation qui est insérée dans la trachée à un respirateur et ce type de ventilation mécanique invasive va créer des atelectasies, c'est-à-dire des alvéoles qui vont se refermer. Et donc, l'idée de la manœuvre de recrutement alvéolaire associée à une PEP, c'est d'ouvrir ces alvéoles et de les maintenir ouvertes à chaque cycle respiratoire. OK. Merci. On a une petite remarque, donc je vous transcris en fait ce qui est dans le fil de discussion. Pascal Mancheron qui vous remercie pour la clarté du propos, l'enthousiasme, l'opiniâtreté, pardon. Et une question technique de Jean-Paul Decouen, excusez-moi si j'écorche vos noms. VT calculé en fonction du poids réel ou poids idéal sur vos ABAC? Alors, le VT est calculé en fonction du poids idéal théorique. Donc, en plan pratique, au bloc opératoire, nos collègues IAD ont un livret de recueil de données pour les données qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Et sur ce livret de recueil de données, ils ont un ABAC avec les volumes courants à appliquer en fonction de la taille du patient et de son genre.
Donc, ils ont juste à regarder les ABAC qui sont mis dans le livret de recueil de données et ils peuvent appliquer le volume courant en fonction du poids idéal théorique puisque ce sont les recommandations. D'accord, merci. Ludovic Meuret vous demande, pensez-vous continuer dans le domaine de la recherche après VACAM? Et oui, avez-vous des projets d'études à venir? Non. Alors moi, très franchement, j'adore ce qu'on fait, j'adore cette recherche, mais voilà, c'est un projet dans lequel on est arrivé, moi, sans vraiment le savoir, en fait. Il y a eu l'étude observationnelle, et puis après, on nous a proposé d'aller plus loin. Et au départ, Nicolas Nesser, le médecin anesthésiste, nous avait proposé de participer au PHRIP. Et rien que le nom que je n'arrivais pas à comprendre au début m'effrayait. Et j'ai dit non. Au tout départ, moi, j'avais dit non. Finalement, on en a rediscuté. Et on y est allé, mais c'est un projet voilà, avec Nathalie, avec Nicolas. Il y a un sens à ce projet-là. Moi, je pense que je n'ai pas de perspective de recherche, contrairement à Nathalie. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autres projets d'études voilà, éventuellement en cours. Après, c'est vrai que le monde de la recherche clinique, ça m'intéresse vraiment de plus en plus. Et donc, des projets d'évolution dans ce domaine, pourquoi pas, avec là notamment un master en biologie, santé, recherche clinique que je vais pouvoir suivre, avoir la chance de suivre là cette année. Donc, voilà, c'est de nouvelles perspectives parce que c'est vrai que j'aime beaucoup mon métier de terrain, énormément. Et de temps en temps, je trouve que c'est bien de sortir un peu la tête du guidon, d'analyser ce qu'on fait, d'échanger, d'interroger nos pratiques, de partager des expériences pour pouvoir éventuellement proposer des nouvelles stratégies et faire évoluer la science pour une meilleure prise en soin des patients et une amélioration des conditions d'hospitalisation des patients aujourd'hui. Merci. Jean-Paul Decoine vous remercie pour votre présentation claire et effectivement votre enthousiasme. C'est effectivement... Merci Jean-Paul. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, des gens qui veulent prendre la parole. Ah, une autre question de Ludovic Meuret. Quel conseil donneriez-vous à un paramédical qui voudrait se lancer dans la recherche? D'aller te voir, Ludo. Mais oui, exemple. C'est s'il a envie de se lancer dans la recherche, déjà trouver un sujet qui lui parle, en fait, qui ait du sens pour lui. Et puis, après, s'entourer de gens motivés aussi, en fait, de discuter autour de soi. Il y a toujours certainement des personnes qui peuvent être intéressées, dont si on n'en parle pas, on ne sait pas. Et voilà, mais c'est surtout dès le départ, communiquer, en fait. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, entre tous les réseaux de recherche qui existent, enfin, il y a quand même pas mal quand on commence à faire de la recherche, il y a pas mal de communication de différents organismes, en fait. Et donc, on peut trouver, je pense, des personnes aidantes facilement, en fait, pour structurer le projet, déjà, pour juste l'initier. Donc, je pense que quand quelqu'un veut se lancer dans la recherche, déjà, il faut communiquer, en fait, discuter. Et discuter avec ses pairs, c'est déjà très, très important, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la recherche paramédicale, c'est vraiment beaucoup structuré. Déjà avec le GIRC, ça crée un réseau et on se rend compte que le réseau est nécessaire quand on veut se lancer dans la recherche. Donc, c'est un tremplin pour éventuellement approfondir ses pensées, son sujet, échanger, partager. Et puis, les formations existent de plus en plus. Donc, je pense que la structuration des établissements aujourd'hui fait que, en tant que paramédical, aujourd'hui, se lancer dans la recherche, ça devient plus facile. Et à partir du moment où on communique, comme tu dis, on n'hésite pas à partager nos réflexions.
Si je peux me permettre, en fait, à vous entendre aussi, je pense que le binôme est aussi intéressant. Quand on débute de l'expérience qu'on nous rapporte, nous, au GIRSI, c'est que le fait de ne pas partir seul, peut-être aussi, peut être aidant parce que là, on vous entend vraiment parler de concert et puis être de concert, en fait, sur votre projet. Et peut-être que le fait de ne pas être seul, en fait, face à ces problèmes, quand on a un petit peu une baisse de morale parce qu'il y a un coup dur, un projet refusé au PHAEP, par exemple, on est capable à deux de se motiver peut-être l'un l'autre, chacun son tour. Oui, puis chacun a son rythme aussi, ou ses moments, on va dire, des moments où effectivement on a moins d'énergie et en fait l'autre est là pour dire mais si, on va faire ça, on va y arriver. De toute façon, voilà, il n'y a pas d'obstacle. On trouve toujours une solution et c'est vrai que c'est important. On n'a pas trop parlé dans notre topo, mais ça a toujours été un peu notre fil rouge. Très souvent, on s'est dit, bon, bah, heureusement que tu m'as relancé. Moi, je n'étais pas prête pour le faire, mais si, allez, tu as raison, il faut qu'on le fasse. Quand il faut faire des soumissions, c'est vrai que c'est de l'énergie. On ne va pas dire que c'est des moments désagréables, mais c'est des moments qui sont toujours… C'est plus facile d'aller à un congrès en tant que congressiste qu'en tant qu'orateur. C'est les vacances quoi, en tant que congressiste. Donc, c'est toujours… voilà, faut réinsuffler de l'énergie. Et voilà, on a l'avantage du binôme, c'est que s'il y a quelquefois une démotivation de l'une, l'autre, de toute façon… est là pour relancer l'énergie et continuer à avancer. Merci. Ludovic Meuret vous remercie aussi et insiste sur le fait que votre témoignage montre toute la vigueur de la recherche paramédicale et l'importance du travail en équipe. Vous avez aussi les remerciements de Michael Gauthier qui vous souhaite bonne continuation, chers collègues, et encore merci, bonne journée. Je crois qu'on va conclure là-dessus, on va vous remercier. Je suppose que vous restez disponible, et puis vous pouvez aussi contacter le réseau si vous avez d'autres questions en fait, qui vous viennent a posteriori sur le projet. Peut-être que vous parliez tout à l'heure qu'il y avait encore des établissements qui pouvaient rejoindre le projet. C'est encore ouvert ou vous êtes en cours d'ouverture, mais est-ce que certains sont motivés, est-ce qu'ils peuvent rejoindre Oui, de toute façon, il faut nous contacter. Après, nous, c'est de la négociation avec la direction de la recherche pour forcément valider les centres supplémentaires. Mais c'est envisageable. Bien sûr, il faut au contraire nous contacter. L'idée, c'est de terminer à inclure aussi cette étude. Et puis, voilà, ce sera de nouveaux partages d'expériences. Voilà, et peut-être des nouveaux projets pour la suite. Voilà, aussi. Merci beaucoup à toutes les deux et puis bonne continuation dans votre projet. N'hésitez pas à nous tenir au courant. En fait. Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.